à Kiev. Général Chovancy, est-ce que vous voyez une cohérence à ces frappes qui, depuis la semaine dernière, rythment, hélas, la vie à Kiev, à l'aube, tous les jours, une cible comme ça, prise, semble-t-il, plus ou moins au hasard, enfin on ne sait pas, quoi. Est-ce que vous, justement, militairement, vous voyez une cohérence sur ces frappes ou pas? La cohérence militaire, non. La cohérence psychologique, oui. C'est-à-dire frapper la population ukrainienne, lui rappeler régulièrement qu'elle peut être l'objet de cibles, d'être frappée. Il me semble que ça a lieu de nuit, donc a priori, je ne suis pas certain que c'était une cible avec du monde théoriquement dedans, donc je ne sais pas d'où étaient les morts, mais je vois bien ça comme une action psychologique sur la population, quelques frappes de temps en temps pour dire que Kiev est possiblement sous l'objet d'un tir. Voilà. Et surtout dans la nuit, ce qui permet aussi de réveiller les gens, de les effrayer, de les empêcher de dormir. On est bien dans l'action psychologique sur la population. Maintenant, est-ce que ça marche? Quand on entend les Ukrainiens, j'en suis pas sûr. On a beaucoup parlé d'enlisement de ce conflit avec l'armée russe qui n'avance pas énormément. On sait que les États-Unis sont en train de livrer des missiles antiaériens notamment. Est-ce que ça peut changer le rapport de force en faveur des Ukrainiens? Alors, c'est d'abord une lutte antiaérienne contre quoi? Contre les avions, contre les missiles? Pas contre ce genre de missiles. Voilà. Alors les missiles, je ne connais pas les livraisons d'armement. Bon, on parle beaucoup du missile Patriot. Je ne suis pas un expert du solaire. Pour l'instant, ce que j'ai entendu dans les différents reportages depuis 15 jours, c'est qu'effectivement, des missiles pouvaient être interceptés aujourd'hui par les Ukrainiens, puisqu'ils l'annoncent, du moins. Ils l'annoncent. Maintenant, est-ce que ça peut changer le sort de la guerre s'il y a un renforcement de cela? J'en suis pas sûr, puisqu'en fait c'est des tirs sporadiques, c'est pas des tirs en salve. En tout cas, ils ont l'air d'attendre beaucoup de ces livraisons de missiles américains et les Ukrainiens. Moi, ce que j'ai compris, c'était surtout pour interdire empêcher la suprématie aérienne, ce qui n'est pas tout à fait pareil des Russes, c'est-à-dire des avions, donc des bombardements. Le missile, je pense, c'est peut-être plus difficile à intercepter, mais là, j'avoue que je ne peux pas vous répondre d'une manière très sûre. C'est aussi peut-être une façon de dire à la population, ne restez pas ici, quittez ces zones, parce que vous pouvez être frappé à n'importe quel moment, et de renforcer la désorganisation en Ukraine et à l'ouest de l'Ukraine, parce qu'il y a déjà eu 10 millions de déplacés, pratiquement un habitant sur 4 en Ukraine. Évidemment, c'est colossal. 3 millions sont allés hors d'Ukraine. Catherine André, dites-nous, carte à l'appui, où sont allés ces déplacés? Oui, c'est 10 millions de déplacés ukrainiens. Ce sont les chiffres donnés par l'ONU. 10 millions donc de déplacés qui ont dû fuir, en tout cas, leur domicile. Et pour une grande partie de ces réfugiés, en tout cas près d'un tiers ont choisi de fuir à l'étranger avec une destination de prédilection, la Pologne. La Pologne qui a accueilli la plus large partie de ces réfugiés, 2 millions sur les 3 millions. Il y a également la Roumanie, c'est le deuxième pays d'accueil, plus de 520 000 réfugiés. Globalement, ce sont vraiment les pays limitrophes, avec la Slovaquie, la Hongrie ou encore la Moldavie, qui ont accueilli le plus de réfugiés ukrainiens. Alors ça, c'est pour ceux qui ont réussi à fuir le pays. D'autres, malheureusement, sont restés bloqués à l'intérieur, parfois dans des villes où il y avait beaucoup de bombardements, Tcherniv, Soumy, Kharkiv, Izium, Mariupol, des villes bombardées, et certains habitants qui ont réussi à fuir les bombardements via des corridors humanitaires, mais ça n'a pas toujours été simple. Par exemple de corridors humanitaires ici à Mariupol, certaines voitures qui ont été visées par des troupes de l'armée russe. Globalement, c'est vraiment dans le centre du pays que les Ukrainiens ont le plus fui, autour des villes de Poltava, Lodzava et Zaporizhzhia. Mais on n'a pas vraiment de répartition chiffrée. Il y a également la ville d'Elviv, donc on parle beaucoup à l'ouest du pays, qui est une terre d'accueil pour ces réfugiés ukrainiens. À noter également que ces derniers jours, dans la presse ukrainienne, on parle aussi de déplacements forcés, des déplacements forcés qui auraient été imposés à certains habitants, notamment de Mariupol, déplacements vers la Russie. Merci beaucoup Catherine André. Vincent Hugeux, donc c'est un Ukrainien sur 4 qui a été contraint de quitter son foyer. Alors ils n'ont peut-être pas vocation à rester déplacés pour toujours, mais est-ce qu'on n'est pas en train de voir la géographie même de l'Ukraine, enfin en tout cas le peuplement, totalement bouleversé? Oui, quand on regarde le ratio entre, selon le droit international, ce qu'on appelle les réfugiés, c'est-à-dire ceux qui vont s'installer dans un pays étranger, et les déplacés internes qui vont par exemple plus à l'ouest, dans la famille, chez des amis, etc., on peut se demander si ça ne correspond pas aussi à un souhait
du Kremlin, c'est-à-dire de vider au maximum l'Ukraine de sa population civile, à commencer par ses forces vives, peut-être ses intellectuels, tous ceux qui pourraient être des facteurs de subversion à l'avenir. Bon, pour le moment, c'est essentiellement des femmes, des enfants, des personnes âgées dans une moindre mesure. Et ceux qui restent, l'ambassadeur de France le disait tout à l'heure, ceux qui restent ont choisi de rester. Et donc, ce sont notamment ceux qui veulent combattre. Et l'idée, au fond, pourrait nous renvoyer à des épisodes très sombres de l'histoire, où, par exemple, sous Staline, il y a eu plusieurs opérations de russification. On parle de la Crimée, par exemple. On rappelle La que Crimée la semaine russophile. dernière, Vladimir Poutine a employé ces termes d'épuration, d'auto-épuration, qui sont des termes effectivement qui résonnent de façon, vous avez raison, glaçante. Alors, il faisait là plus précisément allusion à la nécessité de purifier le corps même politique russe, mais on voit c'est recours à un lexique qui est historique et religieux en même temps, parce qu'il y a cette dimension quasiment messianique et sacrée. Et donc, on parle beaucoup de la Crimée, mais la Crimée, on en a expulsé les Tatars pour les installer. De même, moi, j'ai un souvenir très précis de la première guerre de Tchétchénie, à Grozny. J'ai passé quelques nuits dans des caves sous les bombardements de l'armée russe. À mes côtés, j'avais des vieilles babouchkas russes qui étaient les héritières des déplacements forcés de population pour russifier le Caucase. Et qui me disait en m'agrippant le bras, mais mon fils, explique-moi pourquoi ce sont nos enfants qui nous bombardent et ces métèques de Tchétchènes qui nous emmènent au dispensaire. Donc je veux dire, cette culture, en quelque sorte, des déplacements forcés de population, elle n'est pas du tout étrangère à l'homo soviéticus que Poutine ne cessera jamais d'être. On a vu avec les cartes de Catherine André que le Lviv, qui est devenu en quelque sorte la nouvelle capitale ukrainienne, d'ailleurs capitale administrative, Lviv est un refuge pour de nombreux Ukrainiens depuis un mois. On retrouve Solène Rioux sur place, la ville qui est notamment un point de passage obligé vers la Pologne. C'est vrai que Lviv, actuellement, accueille énormément de réfugiés. On constate tous les jours cet afflux. On vient d'avoir d'ailleurs des chiffres, même pour ceux qui restent ici, qui sont accueillis temporairement ici. Ils sont actuellement plus d'1 millier à être dans Lviv même, accueillis temporairement. Et puis, si on prend plus largement toute la région autour de Lviv, ils sont 211 000 déplacés à être actuellement accueillis dans toute cette région de Lviv. Alors, il faut faire face à cet afflux de réfugiés en termes de nourriture, de logement, de vêtements également. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreux lieux. On était par exemple hier dans une crèche qui se transforme en centre d'accueil pour les accueillir au mieux, qui leur donne de la nourriture, des vêtements, une aide médicale, une aide psychologique également. Alors il y a des stades de foot qui font ça, des salles de sport également, des centres d'art, bref, vous le comprenez. On s'organise vraiment dans toute la ville pour que ces déplacés se sentent au mieux quand ils arrivent ici à Lviv. Donc il y a ceux qui restent et puis comme vous le disiez Claire, il y a ceux aussi qui partent ensuite. Alors soit vers d'autres pays à la frontière ouest, ou alors soit vers d'autres villes qui restent bien entendu dans l'ouest du pays, qui sont éloignées du front. Pour vous donner un chiffre, un ordre d'idée, chaque jour, ce sont plusieurs dizaines de milliers de réfugiés qui transitent par Lviv. Merci beaucoup.